Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 98 du Dreamcast Show. Les playoffs arrivent, la fin de saison est proche, mais avant toute chose, avant de vous présenter le sujet du jour, eh bien, on fait un dernier coucou puisque c'est le dernier département à tous les numéros 98, à savoir le 98-4, les terres australes et antarctiques françaises, le 98-6, Wallis et Futuna, la 98-7, la Polynésie française, 98-8, la Nouvelle-Calédonie et 98-9, l'île de Clipperton. Et alors, on vous salue tous particulièrement, on espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, épisode spécial, non, pas du tout spécial, mais on va faire le bilan des joueurs à suivre. Puisque en début de saison, quand on a lancé notre chaîne YouTube, on a fait des petits profils sur lui il faut le suivre, etc. Et nous ce qu'on aime bien faire c'est revenir un peu sur ce qu'on a dit, voir si on avait vu juste, si on a eu complètement faux sur certains joueurs. Et donc pour ce faire, eh bien ce n'est pas Azad mais c'est une nouvelle personne, un nouvel invité tout particulier qui fait sa première apparition sur le Dreamcast Show, c'est l'Oracle qui se joint à nous. Alors ne faites pas trop de bruit pour ne pas trop le déranger et on l'accueille tous ensemble. C'était vraiment trop con. Bonjour à tous et bonjour à vous, monsieur l'Oracle, comment allez-vous? Eh ben, écoutez, ça va très très bien. Une bonne petite journée aujourd'hui, puis une bonne petite soirée à parler de basket. Tout va pour le mieux. Et non, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, ce n'est pas l'Oracle, c'est Nabil Djellit, c'est James Harden-FR. Non plus, c'est Azad. Et pourquoi est-ce que je t'appelle l'Oracle? Tout simplement parce que, on y reviendra un peu plus tard, mais sur le sujet du jour, on va dire que t'as été meilleur que moi. T'as été meilleur que moi globalement sur les pronos de la saison, mais je vous présenterai tout ça plus tard. Avant ça, comment ça va Azad? Eh ben, non, ça va, je suis malade, donc je vais essayer de couper mon micro à chaque fois que j'aurai envie de tousser. Donc s'il y a des petits problèmes de timing dans la communication au cours de l'épisode, c'est parce que j'essaye de pas tousser avec le micro ouvert. Donc voilà. En tout cas, j'espère que toi tu vas bien, en tout cas que tu vas mieux que moi. Bah écoute, j'ai passé une trop longue journée. J'ai pris la voiture pour une des seules fois où je prends la voiture, j'étais coincé dans les bouchons. Non, écoute, ça va. J'ai très hâte de découvrir la meilleure ville de France, Grenoble. Ah oui. Donc là, on annonce tout de suite que tu vas débarquer à Grenoble d'ici une semaine. Si jamais les gens veulent nous croiser au bar à Grenoble. Si jamais il y a des paparazzi. Exactement. Non, ouais. Oui, mais ne rentrons pas trop dans le privé. Hein. Gardons le privé. Cela ne nous regarde pas. T'es en pleine forme ce soir. Je sais pas à quoi t'as tourné dans la voiture, mais je sens qu'il y a beaucoup d'énergie là. Il y a beaucoup d'énergie, mais parce qu'en fait, tu sais pourquoi il y a beaucoup d'énergie? Non, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble. Ah bon? Bah, on a tourné le 99 en avance. T'étais pas là. Ouais. Donc, en fait, ça fait un petit moment. Hein. Ça fait un petit moment. Bon, bah ouais. Content d'être de retour à la maison alors. Bah, oui. Content d'être aussi avec quelqu'un que j'ai battu pour la deuxième année consécutive. Alors, non. Il y a 92 partout. Et c'est juste que j'ai marqué plus de points sur les quiz où il y avait plus de points en jeu. Et toi, plus de points sur ceux où il y en avait moins en jeu. Mais il y a 92 points marqués en 8 passages. Pas commencer à me faire chier. Ça fait 92 partout. Donc, il y a égalité. Donc, en gros, il y a égalité. En gros, ce que tu essayes de dire, c'est que tu as eu énormément de chance sur les trucs à beaucoup de points. Ah, mais ça, je dis pas le contraire. Ah, mais j'ai pas dit que j'avais mérité d'avoir un match nul. J'ai juste dit qu'il y en avait un. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, peut-être que ça existe, mais on parle du quiz de la race de l'hebdo du Basket Lab, où du coup, Azad, on a fini égalité. On a fini égalité, mais s'il y a bien un domaine où tu m'as battu, c'est sur les joueurs à suivre. En tout cas, tu as pris des meilleurs. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que je vais te faire quand même... je vais présenter le sujet. Donc le sujet, c'est, je l'ai dit un peu, mais c'est tout simplement
faire le bilan de plusieurs joueurs, il y en a une dizaine, une douzaine, qu'on avait sélectionnés comme joueurs intéressants à suivre. Et juste avant de présenter les joueurs, comment est-ce que toi, tu avais choisi ces joueurs? Est-ce que c'était vraiment purement des joueurs que tu aimais bien ou il y avait des joueurs sur lesquels il y avait une histoire sympa à raconter? Comment tu avais fait avant le début de saison? Ouais, je sais pas, il y avait soit un peu d'histoire à raconter, soit de l'affect. Tu vois, par exemple, Jalen Suggs ou Jalen Johnson, c'est plus de l'affect, je pense, c'est Trae Young aussi. Andrew Lambard, c'est peut-être un peu d'affect et un peu d'histoire à raconter. Et après, des joueurs comme Ja Morant, Devin Vassell ou Victor Wembanyama, j'ai pas particulièrement d'affect pour eux, mais il y avait vraiment quelque chose potentiellement à raconter sur l'année qu'ils allaient peut-être passer et un petit peu revenir en arrière aussi sur ce qu'ils avaient fait et les indicateurs que ça pouvait donner. Donc voilà, c'était un peu le but. Mais en réalité, il n'y avait pas il y avait pas d'intention, entre guillemets, vraiment particulière derrière ou de ligne conductrice dans comment j'ai choisi les sujets. Ok. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, alors vous allez voir que la stratégie n'a pas du tout payé, Mhm. mais le but c'était un peu de prendre des joueurs point de tension, tu vois. Des joueurs qui pouvaient être bascules dans une saison plus collective, que ce soit positif comme négatif. Par exemple, donc avant le trade de Karl Anthony Towns, il y avait Julius Randle, Mhm. qui pour moi pouvait être positif comme négatif parce que ça pouvait très mal se passer, etc., etc. Au final, il s'est fait trader, donc voilà. Et il y a eu un peu de ça avec plein de joueurs. Alors, avant de commencer, j'expédie quelques cas qui sont les miens, qui sont Emmanuel Quickley, blessé, rien à dire. Combien de minutes sur la saison? Je sais pas, t'as le nombre? Non, non, c'est une vraie question, mais parce que là, il joue un petit peu sur la fin de saison. C'est pas mal en vrai ce Oui. qu'il fait, mais le problème, c'est que c'est dans une équipe qui tanque sur une fin de saison. Je veux dire, tout ce qui se passe à partir du 15 février, ça a un peu moins de significativité, quoi. Oui, si t'es une équipe qui est pas en playoff, c'est moins intéressant. Là, il a 874 minutes, quoi. Donc même pas 1000 minutes. Ouais, Donc, ouais, tu vois, l'année dernière, sur juste la partie de saison avec Toronto, il était à 1200 minutes. ouais, ouais, ouais. Donc Non, c'est vrai, c'est vrai. 31 matchs. Donc Emmanuel Quickley, on met de côté. Julius Randle, tradé. Qui est-ce que j'avais d'autre? Alperen Sengun, je le mets un peu de côté parce que j'en ai fait une vidéo, donc ça permet aussi d'en avoir un cas de moins à traiter. Mais intéressant quand même, je trouve. Ouais. Jonathan Kuminga, blessé. Donc ça fait déjà pas mal de joueurs qu'on peut mettre sur le côté. Et Kevin Durant, qui a été blessé au début de saison et qui là est de nouveau blessé. On pourra peut-être un peu en parler. Mais voilà, donc moi j'ai eu vraiment le nez creux. Et du coup ça peut être cool parce que on va plus se lancer sur plus de joueurs que toi t'avais sélectionné et tu pourras un peu plus parler. Sachant que je parle beaucoup trop dans les podcasts de draft. Et donc il faut qu'on t'entende. Il faut que je te laisse la parole. Donc, pour commencer, j'ai envie de partir avec les Hawks et avec Trae Young et Jalen Johnson. Qu'est-ce que tu penses de leur saison? Bah, en vrai, c'est mitigé et j'aurais pas pensé que ce soit mitigé dans ce sens-là. J'aurais imaginé que leur saison soit peut-être un peu mitigée parce que malgré une attaque d'élite, entre guillemets, ça se soit un peu cassé la gueule défensivement. Et c'était un peu la peur que j'avais pour les Hawks tout simplement et surtout en particulier pour ce duo-là qui, le but de la vidéo, c'était un peu de montrer à quel point ils pouvaient être complémentaires, entre guillemets, offensivement, justement en tant que porteur de balle, un peu des deux côtés. Il y avait aussi, du coup, tout le pick and roll, le pick and pop qui était possible un peu dans tous les angles différents. Et en fait, finalement, quand ils sont sur le terrain, tu vois, là, il n'y a pas une explosion offensive qui est incroyable non plus. On est à 118 d'offensive rating quand les deux sur son terrain sur 900 minutes. Sur 900 minutes. C'est pas... tu vois, on va pas chercher les 120 ou les 125 d'offensive rating que tu peux aller chercher avec un duo un peu élite comme Giannis et Damian Lillard. Après, j'ai bien aimé Jalen Johnson dans l'utilisation un petit peu et il a eu un rôle bien plus prépondérant dans l'attaque des Hawks. C'est un des joueurs qui avait le plus de touch per game
Donc c'est vraiment, tu vois, malgré le fait qu'il ait joué à côté de Trae Young, c'est un joueur qui avait énormément, entre guillemets, de responsabilités offensives et qui était dans un rôle de plus en plus presque de créateur et pas seulement de connecteur. Donc franchement, dans le développement, entre guillemets, j'ai trouvé que c'était pas mal. Tu vois, le pourcentage de paniers assistés, il a diminué sans que, tu vois, l'efficacité se casse trop la gueule. Le volume de création pour les autres, il a augmenté aussi. Il y a toujours quand même une bonne fréquence au cercle parce qu'il prend la moitié de ses tirs dans cette zone-là. T'as toujours un peu la question du 3 points où en fait, il a très bien commencé la saison et puis après, ça s'est un peu détérioré. Mais en termes de... Le concept, en tout cas, des deux sur le terrain, je m'attendais à ce qu'il soit plus flamboyant en attaque et j'ai été un peu déçu. Mais il y a des bons indicateurs, surtout sur le rôle de Jalen Johnson. Trae Young, je pense qu'on a peut-être un produit fini, entre guillemets, et du coup, ça va pas énormément changer. Là où Jalen Johnson, je suis content de voir qu'en fait, il peut avoir encore plus un rôle de créateur-connecteur et pas seulement de finisseur, tout en ayant la capacité un petit peu physique d'être un finisseur d'élite, tout en rappelant qu'il a seulement 23 ans. Il y a des fois où Jalen Johnson, en fait, vu que tu vois, ça fait 2 saisons qu'on en parle pas mal, tu vois, 2-3 saisons même. Peut-être qu'on se rend pas compte, mais en fait, il est encore très jeune. C'était un des lycéens les plus attendus. Je crois que c'est Guillaume qui me disait ça. Donc en vrai, c'est un joueur qui a aussi beaucoup de potentiel, beaucoup d'upside. Et voilà, et maintenant il a signé le long contrat. Donc dans tous les cas, il est garanti du côté des Hawks. Et le truc que moi j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est aussi défensivement l'association en fait qu'il y a eu du coup après avec Dyson Daniels aussi et même autour de Onyeka Okongwu qui a fait une bonne deuxième partie de saison et en fait la défense des Hawks a été bien meilleure que j'aurais pu le penser parce que pour les coups quand les deux sont sur le terrain ils ont aussi un defensive rating de 114 ce qui est tu vois au niveau ça doit être au niveau de la moyenne quelque chose comme ça mais la moyenne, elle est à 100, elle est à 116, je crois, ou 115. Ouais, tu vois, c'est ce que j'avais en tête. Donc, tu vois, c'est un duo qui performe plutôt bien. Et c'est surtout que l'importance défensive de Jalen Johnson, elle est assez remarquable. Surtout qu'en plus, il fit très bien, du coup, à côté de Dyson Daniels. Et ça fait, je trouve, un bon duo de playmaker défensif. Tout en sachant que ce que j'avais pas du tout anticipé aussi dans la vidéo, c'est que Zachary Rizaché allait très bien fitter un petit peu dans ce moule-là aussi. Et du coup, en vrai, le corps des Hawks est très très intéressant. Et en fait, c'est une des équipes les plus jeunes en fait, de NBA. Parce que tu regardes un peu les joueurs autour de Trae Young qui jouent cette saison, et ben en fait c'est le vétéran, ça va être Terrence Mann en fait, parce que les autres c'est Dyson Daniels, Jalen Johnson, Zachary Zaché, Onyeka Okongwu. Capella il joue plus trop en vrai. Capella il joue plus trop. Il fait partie du groupe quoi. Oui, il fait partie du groupe. Mais voilà, il y a un corps de jeunes joueurs à développer qui est très jeune avec pas mal de potentiel. Donc ouais, les Hawks, tu vois, chaque année les Hawks c'est une équipe sur laquelle je clique et bah l'année prochaine ça va pas bouger. Mais l'année prochaine ça va jouer une victoire au premier tour les Hawks. Mais est-ce que un peu tu vois là-dessus, c'est vrai que pour dire quelques chiffres, Jalen Johnson, sur ses 36 matchs joués, donc quand même c'est très peu, 88 touches par match. Il n'y a que Jokic, donc voilà, Haliburton, Trae Young, Cade Cunningham et Tyrese Maxey qui font mieux. Et là, en fait, tu retrouves des gars qui sont genre méga héliocentriques et ou alors Tyrese Maxey qui était dans une équipe où bah il y avait aucun créateur quoi à part lui quand il était là. Donc, en fait, ouais, t'es super haut, quoi. T'es vraiment super haut. Mais ma question, c'était aussi, tu vois, Trae Young, en termes d'efficacité, pas par rapport à la moyenne, mais juste brut, on est sur le plus petit chiffre depuis sa saison rookie, 1,14 points par tir. Et c'est vrai que il est enfin, j'ai envie de dire, dans le centième centile en termes de panier assisté à 3 points. Donc en gros, il n'y a personne qui est moins assisté que lui. C'est le joueur qui se crée le plus de 3 points de toute la NBA, puisque sur les point guards, tu peux imaginer que c'est le poste qui de base se crée le plus de 3 points. Est-ce qu'il n'y a pas une déception un peu là-dessus ? L'utilisation off-ball, elle est un peu décevante, mais j'ai pas les stats par exemple de pause d'écran. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de pauses d'écran au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure de la saison. Et j'avais même vu un extrait d'une conférence de presse où apparemment il disait que
ça venait un petit peu d'une demande de Trae Young d'être un peu plus, tu vois, d'être un peu plus impliqué off-ball. Et quand tu regardes un petit peu le début de saison, il était beaucoup plus assisté. Il y a un moment sur la saison, sur 10 matchs de suite, il a plus de 40% de ses paniers qui sont assistés. Et en fait, c'est assez vite retombé en janvier. Est-ce que c'est dû du coup potentiellement à la blessure de Jalen Johnson qui a pas joué toute la saison? Mais le début de saison était plus intéressant quand il y avait justement pas mal de moments où il était assisté, il était un peu moins héliocentrique et il y avait un peu plus un jeu à deux qui se mettait en place. Et je pense que c'est ça qui débloquera un peu la clé. Parce que ils vont quand même avoir des problèmes de spacing avec Dyson Daniels, potentiellement avec Jalen Johnson aussi. Donc il va falloir les faire jouer comme porteur de balle et que lui soit un peu plus dans, tu vois, soit un peu plus assisté off-ball, un peu plus dans un rôle de créateur de chaos sans ballon. Donc bon, c'est ce qu'on attend de voir. Après, le niveau de création offensive pour son équipe, il est toujours... Oui, et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais finalement, si les ratings sont ceux qui sont, c'est-à-dire un peu surprenants, négativement en attaque, mais positivement en défense, c'est aussi parce que les joueurs qui sont mis à côté du duo, c'est des joueurs qui sont plus défensifs, Dyson Daniels, même Onyeka Okongwu. Finalement, tu as un spacing où on pouvait projeter, tu vois, Quinn Snyder qui avait un spacing de fou à Utah, tu pouvais projeter un peu ça, et tu l'as pas parce que Dyson Daniels, je pense que ça, malheureusement, ça vient toujours pas. L'intérieur qui joue, que ce soit Capella ou Okongwu, il y a des petites variations, mais ça vient pas forcément. Et Rizaché, c'est que très récent en réalité. Oui, après, il a toujours eu le shoot, c'est juste qu'au début, il les rentrait pas trop finalement. Mais la menace de tir, elle a toujours été là. Mais c'est vrai, quand tu vois par contre le WoWi de Trae Young sur la saison, le offensive rating des Hawks avec lui, c'est 117 et sans lui, c'est 107. Ouais. Voilà. Ok, c'est forcément sûr parce qu'il n'y a pas vraiment de backup. Bon, il y avait Bogdan Bogdanovic au début de saison, mais bon, tu vois, il n'y a pas de backup, je veux bien l'avouer, mais dans tous les cas, ce qu'il arrive aussi à faire de niveau offensif dans une équipe qui en réalité manque énormément de spacing et aussi un petit peu un vrai rim runner, quoi. Tu vois, là où il était le meilleur, c'est aussi quand il y avait John Collins à côté de lui. Ouais, carrément. Qui est un des meilleurs rim runners de la ligue et du coup qui permettait d'avoir ça. Là, ça manque de ça. Donc c'est un profil qu'ils doivent aller chercher clairement pour moi, soit à la free agency, soit à la draft, soit je ne sais pas. Mais c'est vraiment ce qui manque du côté des Hawks. Ouais. Et c'est vrai que pour finir, il y avait un peu Vit Krejci que tu avais mentionné aussi pendant l'été, qui est finalement pas vraiment un meneur, mais qui est pas un créateur vraiment. Non. Et Kobe Bufkin, il y avait eu 2-3 matchs en fin de saison dernière, mais il joue pas quoi. Il joue pas et au final c'est vrai que tu as un profil qu'on n'a même pas vu assez quoi, qu'on n'a même pas vu assez pour juger, donc ça veut dire qu'il ne doit pas être suffisamment bon malheureusement quoi. Exactement. Donc bon, après on va voir ce que ça va donner, mais à mon avis, il y a du boulot, il y a des choses à aller chercher. Du côté des rim runners. En vrai, c'est hyper important pour qu'ils arrivent justement à avoir un petit peu plus cette menace. Et tu vois, je pense que même l'efficacité au scoring, si tu avais une plus grosse menace sur pick and roll, ça développerait plus d'espace pour Trae Young. Ouais, et quand tu l'appelles avec Jalen Johnson, ça veut dire que t'as pas de spacing, quoi. Vu que t'as un des intérieurs dans le dunker spot. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on passe à un suivant ? Allez, vendu. Où est-ce que tu m'emmènes ? Où est-ce que je t'emmène ? Je t'emmène rapidement sur Andrew Nembhard. Ouais. Parce que c'est vrai que je pense que c'est pas celui sur lequel on aura le plus de choses à dire. Mais la vignette, c'est marrant parce qu'il y a écrit sous-côté. Et je pense que c'est toujours un peu le cas cette année, quoi. C'est toujours un peu le cas. Après, je pense que de manière générale, cette équipe des Pacers est un peu sous-cotée dans tous les cas. Je pense que elle est pas beaucoup mise en avant. Mais en fait, c'est toujours difficile un petit peu en fait pour ces joueurs qui sont des extérieurs, qui sont très importants en défense.
sans défendre non plus totalement que sur le porteur de balle. Et en fait, c'est un joueur qui est très présent en fait dans les aides et aussi qui permet aux Pacers ils font pas mal de défense de zone, les Pacers, et en fait il est un petit peu utilisé comme ça aussi, et il permet pas mal de relancer de l'autre côté de la contre-attaque, et sur des porteurs de balles un peu plus grands, tu vois, j'ai un exemple en tête contre par exemple Jaylen Brown, où lui il arrive quand même pas mal à le gêner, et c'est vrai qu'en fait il a fait une super saison défensive qui permet vraiment de remettre un petit peu les Pacers à l'équilibre entre guillemets, et même d'être performants sur la fin de saison, parce que du coup depuis son retour ils sont bien plus performants en défense, et ça se voit même pas mal du coup sur les stats de on-off un peu. Quand il est sur le terrain, si je dis pas de bêtises, ils ont 111 de defensive rating, c'est -6 entre guillemets de ce qu'ils ont sans lui. Ça veut dire ils sont une défense bien en dessous de la moyenne sans lui et bien au-dessus de la moyenne avec lui. Et forcément sur des petits échantillons, là on parle, il y a quand même 1700 minutes, donc on parle quand même d'un... Il y a 60 matchs, ouais. Ouais, il y a quand même un échantillon remarquable. Et après, en attaque, moi ce que j'aime beaucoup, c'est un peu ce profil hybride où t'as un connecteur / porteur de balle, tu vois, qui est très orienté quand même vers la passe. On a un ratio de playmaking qui est digne, pas d'un Chris Paul, mais qui est quand même assez haut. Et un profil aussi de tir qui est très orienté sur le mid-range et le long mid-distance et le short mid-distance, entre guillemets. Et du coup, il permet un petit peu d'attaquer des zones qui sont certes pas très efficaces, et ça se voit d'ailleurs dans son efficacité, mais qui permet aussi d'apporter un peu de diversité dans l'attaque. Et d'un autre côté, au cercle, tu vois, il est vraiment très bon. En fait, il a un footwork de dingue, il a un très bon toucher, je trouve, en tout cas sur les finitions au cercle. Et du coup, c'est vrai que c'est un joueur assez particulier. Et puis défensivement, c'est un créateur de chaos, quoi. Vraiment, je trouve que défensivement, c'est sur les rotations, ces trucs-là, il est vraiment bon. Et du coup, ça permet d'avoir une défense entre guillemets qui fonctionne très bien. Et il sait prendre les bonnes décisions. Il fait les bonnes lectures. Du coup, c'est assez intéressant. C'est un profil un peu hybride qui parfois va défendre le point d'attaque, parfois va être dans les aides, parfois va défendre un peu plus au milieu d'une défense de zone. Et puis après, c'est pareil en attaque. Tu vas le retrouver comme porteur de balle, puis au spot-up, puis un peu comme connecteur. Donc ouais, c'est très complet en réalité, mais c'est sûrement pour ça qu'il est un peu sous-coté. Ouais, mais c'est marrant parce que déjà dans la vidéo, tu vois, que tu faisais, il y avait un truc que tu mentionnais, c'est un peu le côté décélération, quoi. Le côté footwork et décélération quand il arrive au panier, et un peu vraiment en puissance malgré son tout petit gabarit, quoi. Et c'est assez marrant parce que je pense que il en prend pas beaucoup au cercle, mais c'est vrai que dès qu'il en prend, c'est un excellent tir, et il a cette capacité à se décaler en fait de son défenseur, qui est assez intéressante. Et défensivement, je pense que ça joue beaucoup. Ce qui joue beaucoup sur son on-off, c'est la qualité, ou plutôt la non-qualité de ses backups. Ouais. C'est-à-dire Mathurin, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. Off-ball, c'est le jour et la nuit. McConnell, ça reste encore plus limité parce que on-ball, il est moins bon. Et c'est marrant parce que au final, tu vois, même, je pense que c'est le fait qu'il joue dans une équipe offensive qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Parce que, tu vois, même ce genre de joueur, Chris Dunn, on en parle beaucoup. Alex Caruso, on en parle aussi beaucoup. Enfin, c'est des styles de joueurs, même dans leur rôle, même dans son rôle qui est déjà sous-coté de base, eh ben, lui, on en parle moins que les autres, tu vois. Ouais, voilà. C'est vrai, dans ces profils-là, on est très vite aussi orienté par les résultats de l'équipe. Et en fait, quand il y a un très bon défenseur dans une équipe qui est une défense moyenne, surtout sur des postes d'arrière où du coup ça se voit un peu moins entre guillemets, et surtout parfois au milieu de défense de zone aussi, ça se ressent un peu moins, et du coup c'est un peu passé sous les radars. En fait, il a vraiment le rôle typique d'un mec qui passe sous les radars, et c'est exactement ça, quoi. Ouais, exactement. Mais je pense que, tu vois, il va être encore une fois super giga méga important en playoff, quoi. Ah bah, il avait été incroyable en playoff l'année dernière. Non, moi je l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu l'année dernière? Alors, si tu veux, je t'enverrai. T'as pas... Mais d'ailleurs, si t'as re-regardé la vidéo, tu te rappelles pas de l'intro? Non, non. Non, non. Y a pas un double bang de Ils se Mike sont Breen? fait- Ah, non, je pense pas qu'il y a un double. C'est un simple. Ouais, les doubles, c'est réservé, tu vois, genre Di Vincenzo qui met un 2-3 points de suite non, un 3 points sur un rebond d'Hartenstein, tu vois, Ouais. des choses comme ça. Mhm, mhm. Mais non, ils se sont fait éliminer par les Bucks au premier tour. Donc, D'accord. Très bien, très bien. rapidement, un peu aussi dans les joueurs un peu aussi arrière défensif, etc. Et on peut en parler rapidement. Parce que moi, c'est vrai que à part le moment où il y avait que Franz Wagner et qu'il a un peu été testé à la création, je les ai pas beaucoup regardés et j'en ai pas beaucoup parlé et parce que je sais pas trop ce qui s'y passe. C'est le Magic. Ouais. Et d'ailleurs, la vidéo d'ailleurs avait pas super bien marché à l'époque. C'est d'abord, Mais c'est la première c'est la vidéo. première, c'est Ouais. vrai. Mais Il toi a essuyé les qui plâtres. l'aime d'amour, Mm. qu'est-ce que t'en as pensé du peu de saison de Jalen Suggs? Je pense que défensivement, c'est Mhm. pas. Pour moi, ça va vraiment être un des meilleurs joueurs, enfin, un des meilleurs défenseurs extérieurs de cette décennie et de cette période de la NBA parce qu'il est Pendant vraiment. 7 décennies, pendant 70 Ouais, ans. et oui, parce qu'il est très endurant en fait, c'est ça aussi qu'il faut savoir. Mais non, ouais, le truc c'est que moi ce que j'aime bien en vrai c'est qu'il y a quand même petit à petit de la créativité je trouve, surtout au niveau du passing. Et c'est vrai que je pense que ça va se développer petit à petit et je pense que ce rôle de porteur de balle primaire lui va pas du tout. Mais je pense qu'en tant que connecteur, et c'était un peu le but de la vidéo aussi, c'est de montrer qu'il pouvait être un porteur de balle un peu connecteur, tu vois, le retrouver dans un rôle comme il fait Andrew Nembhard Hmm. chez les Pacers, ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que bah y a rien pour porter un ballon au Magic, quoi. C'est Anthony Black, l'autre meneur, ou Cole Anthony. Voilà. Et sinon, bah, Après, bon, les il y a porteurs de balles, c'est Banchero et Franz Wagner. et Paolo. Ouais, mais du coup, ils ont été énormément blessés. Et lui a dû assurer un intérim, mais c'était pas forcément ce qui lui convenait le mieux, quoi. Donc Hmm. c'est un peu ça le problème. Après, tu vois, au niveau du shoot, la surchauffe de à 40%, Ouais, j'allais dire. elle est, J'allais elle dire. est, elle est peut-être un tout petit peu redescendue, c'est pas complètement faux. Après, il y a plus de création à 3 points qu'avant aussi. Donc à voir à quel point l'équilibre doit être que sur du catch and shoot. Mais pour moi, faut vraiment qu'il ait le moins, entre guillemets, possible le ballon dans les mains en tant que créateur. Et plus en tant que créateur secondaire ou tertiaire et en tant que connecteur, quoi. Ouais, ouais. Et par contre, Mais, défensivement, ouais, il casse tout, quoi. ouais. Mais c'est marrant parce que tu regardes les stats, juste la ligne de shooting overall de Cleaning the Glass, tu vois quand même que première saison et deuxième saison, il a 66 et 71% de paniers assistés à 3 points. Ouais. Donc c'est un joueur qui se crée beaucoup son tir, il y a 30 et 35% Mm. de tirs à 3 points créés par lui-même. Et en fait, c'est parce que c'était un haut choix de draft. Hein. C'était un haut Ouais. choix de draft. D'ailleurs, enfin, c'est marrant, je me souviens à peu près que genre il était plutôt annoncé, tu vois, 7, 8, 9. Et il met un game winner en demi-finale enfin, je sais plus quoi, en demi de March Madness, quoi, je crois. Mm. Et d'un coup, oh bah il est top 4, peut-être top 3. Enfin bon bref, on n'entendait que parler de lui. Et tout ça pour dire que sur ces 2 premières saisons, il se crée beaucoup son tir et il est à 22 et 33%, donc des Ouais. très faibles volumes, enfin des très faibles efficacités, pardon. Troisième saison, donc l'année dernière, 87% donc, de ses paniers à 3 points sont assistés. Donc là, on est beaucoup plus sur un régime de tir assisté, avec seulement 13%, et donc un peu de role player, et boum, 40%. Et là, cette année, avec les blessures, il est un peu retombé à 76%, donc de nouveau 25% de paniers créés, et 32% à 3 points. Donc tu as un peu ce côté, ouais, en effet, il semble avoir eu une surchauffe l'an dernier, mais aussi un côté équilibre à trouver, quoi. Équilibre à trouver. Ouais. Et le truc qui me fait un peu peur quand même avec eux, c'est bah, off-ball, est-ce qu'il va vraiment apporter du spacing, quoi? Parce que s'il a pas la balle, ok, il y a un peu de connecting et tout, mais bon, c'est un peu l'histoire du Magic, quoi. Mais ça aurait été cool à côté de Wagner et Banchero
et parfois Wendell Carter Jr. ou Goga Bitadze, d'avoir un gars qui apporte un peu de spacing, quoi. Ouais, mais tu vois, autant sur la partie above the break, sur la partie pull-up, je pense que c'est pas forcément genre un truc assuré. Je pense que dans les corners, tu vois, par la première saison où ça se casse la gueule, il est autour des 40%. C'est vrai. Et concrètement, je pense que off-ball, si tu lui demandes de faire quasiment que ça sur son shoot, ça restera un joueur qui sera quand même au moins respecté en saison régulière. Et là, on parle d'un joueur qui a que 24 ans, qui a encore potentiellement le toucher qui va se développer au fur et à mesure, donc ça peut être très bon. Et tu vois aussi de très bonnes choses, tu vois, moi, sur la capacité de finition, il est tellement explosif que, tu vois, ça aide quand même beaucoup, que tu regardes les chiffres de réussite au cercle. L'année dernière, il est à 68%, cette année 75%. C'est assez haut, donc on parlait 85 et 90e centile. Et en plus, comme il a développé des bonnes intuitions de passeur et de lecture de jeu en faisant beaucoup de répétitions en tant que porteur de balle, je pense qu'en tant que connecteur, il peut être vraiment très intéressant. Oui, oui, mais c'était plus dire ça aussi dans le sens, est-ce que son profil, tu vois, il serait pas encore plus valuable, genre à la place d'Andrew Nembhard, quoi. Ouais, Ouais, bon, c'est un peu genre de son point de vue à lui, du joueur, c'est un peu dommage parce que t'en tires pas toute la valeur, quoi. C'est plus dans ce sens-là peut-être un peu. Ouais, après c'est un profil à compromis dans tous les cas, mais il est pas du tout adapté. Il est pas du tout adapté à l'environnement dans lequel il est, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, est-ce qu'on passe à un suivant? Allez. Et bien là, ça va être un peu plusieurs personnes en même temps, puisque on avait fait une double vidéo qui était le playbook du Jazz et les jeunes joueurs draftés par le Jazz. Et bon, du coup, le playbook, je pense que ça tient toujours, ce qu'on disait, en tout cas offensivement, le playbook offensif, parce que c'est vrai que défensivement, c'est encore pire que l'an dernier. Ouais, bah ils ont bien. C'est une belle saison de tanking. Ah ouais. Et tu sais qu'ils ont, là au moment où on tourne, ils ont dépassé les Wizards en termes de bilan. Qu'on pensait intouchables, ils les ont dépassés. Ah non, c'est fort, c'est du beau boulot. Mais du coup, quand même, il y avait cette vidéo sur le playbook et les jeunes un peu joueurs draftés. Et c'est vrai que dans la vidéo, c'est cool parce que on dit, enfin, je dis pour le coup, je peux le dire. Cody Williams, c'est un peu plus un process long terme. Et Collier, ça peut être aussi peut-être. Et Collier, c'est un super passeur, etc. Et je mentionne une phrase sur laquelle je vais te lancer, mais c'est vrai que Kyle Filipowski colle parfaitement au schéma du Jazz. Ouais. Bah, il reprend un petit peu le flambeau d'Olynyk. De flambeau d'Olynyk, tu vois, genre avec peut-être un. Putain, moi je le trouve. Désolé. Mais sur Drive, je le trouve vraiment pas mal. Hein. Sur pénétration et tout, et puis même je trouve peut-être un peu plus fluide dans ses mouvements. Non, j'ai beaucoup aimé le profil de Filipowski offensivement, et défensivement par contre, ouais, toujours un petit peu ces profils-là qui ont un peu des lacunes, mais je le trouve un peu plus grand et un peu plus long, Filipowski, et assez bon dans les lectures, ce qui lui permet d'être un peu, tu vois, disrupteur défensif un petit peu pour les interceptions sur les lignes de passe. Par contre, je l'ai vu défendre des post-up contre Ivica Zubac. Bon, il y a du boulot un petit peu. Va falloir manger un peu des épinards, quoi. Ouais, mais à quel point c'est aussi une limitation, quoi. À quel point il pourra jamais vraiment le faire. Bah, en fait, le problème, c'est pas vraiment une limitation si il a assez de shoot pour jouer à côté d'un protecteur de cercle, finalement. C'est vrai. Et tu penses qu'il pourrait l'avoir ? Le shoot ? Bah, il y a une belle mécanique. Il y a pas beaucoup de réussite au lancer franc, mais il y a une belle mécanique. Et c'est surtout, en tout cas, c'est un joueur qu'en prend dans tous les cas et qui a pas peur de les prendre. Donc, me dit, bon, t'as 21 ans. C'est pas catastrophique au lancer franc. Il y a une mécanique, il y a un peu de toucher sur la finition. Vu sa qualité de dribble pour sa taille, je me dis que c'est pas non plus, tu vois, c'est pas un manche. Donc, ouais, moi, j'ai un peu envie d'y croire quand même au profil Filipowski. Il est italien ? C'est un italien polonais, ouais, c'est Filipowski. Désolé. Pardon. Mais ok. Et du coup,
pourquoi je l'ai mentionné? Parce que Bah, le but aussi de la vidéo, c'est de faire un peu un tour, un état des lieux, tu vois, des petites choses qu'on voulait regarder. Et qu'est-ce que t'en as pensé un peu des autres rookies / jeunes joueurs du Jazz? Mais bon, surtout rookies, quoi. Ouais, bah, en fait, le problème, c'est que Cody Williams, j'aurais bien aimé en penser quelque chose s'il avait joué. Mais il a pas énormément joué. Et Isaiah Collier, c'est un super joueur de transition. Voilà, ça déjà. Quand tu te lèves le matin, tu vois 12 assists, t'en as 9, c'est de la transition. Voilà, t'as 2 remises de balles en sudden action et de la transition. Non, il n'y a pas que ça, il y a une vraie. Bah, déjà, s'il est aussi bon sur transition, c'est parce qu'il est ultra rapide. Hein. Ah ouais. Ça tombe pas, tu vois, ça tombe pas du ciel non plus. Mais oui, c'est vraiment un joueur un petit peu plus orienté sur la rapidité, mais parfois qui a des limitations physiques ou de compréhension ou de toucher qui sont assez violentes. Il y a des airballs sur des layups, souvent c'est pas bon signe, tu vois. Ouais. Donc il y a un peu des limitations là-dessus, mais d'un autre côté, il y a... Mais bon, tu vois, je suis quand même plus chaud d'un profil comme Keyonte George que celui d'Isaiah Collier, je pense. Bah, en fait, Dis-nous tout. Toi qui voulais racheter tous les stocks de Keyonte George. et qui veut les revendre aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Non, mais en fait, je me suis fait la réflexion en regardant le match contre qui c'était ce matin? Contre Houston, contre les Rockets. En fait, c'est vrai que moi, je pense que le problème de Collier, c'est que, enfin, si tu fais un peu le duel, bah oui, Collier, c'est un initiateur primaire, c'est un porteur de balle primaire. Si tu le fais pas jouer en tant que porteur de balle primaire, bah tu le fais pas jouer, enfin tu le fais pas jouer du tout parce que il t'apporte pas de spacing, c'est un négatif en défense, etc., quoi. Donc ça, je pense que sur juste le profil du joueur, tu vas dire Collier est plus valuable, mais en fait, j'ai des doutes sur le fait que, tu vois, il atteigne un niveau suffisamment bon pour que ce soit rentable de l'avoir en porteur de balle primaire. Et je pense que ça se passe beaucoup par la finition, parce que, comme tu as Ouais. dit, c'est un joueur qui est dans l'horizontalité, ok, il a un premier pas qui est vraiment bon, et plus que son premier pas, c'est limite son deuxième et troisième pas qui sont assez dingues. Mais en termes de, tu vois, footwork pour finir au panier, c'est pas terrible. Euh, et surtout, c'est un truc qui était assez visible à USC avec Bronny James. Mais c'est qu'il n'est pas très vertical du tout, quoi. Ouais, Et, en fait, c'est John Wall, mais plus petit et sans la verticalité, quoi. ouais. Ça donne Après, quoi, John Wall en carrière en termes d'efficacité au scoring? ouais, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Après, c'est vrai que il y a quand même, tu vois, il y a quand même ce côté, premier pas et tout, il peut casser Ouais, des défenses. mais... Il a une capacité à prendre le contact aussi qui est pas mal. Ouais. Et il a un passing qui, moi, j'adore son passing quand même, tu vois. Oui, Il y non, a mais beaucoup bien de sûr. transitions, mais on en rigolait un peu. Mais tu vois, il y a des skip passes, il y a des passes main droite, main gauche, il y a des passes de lob, des pocket passes. Au final, t'as un peu le truc de, il peut à peu près tout faire, donc c'est cool. Mais t'as aussi beaucoup de risques. Et il est à plus de 20% de turnover percentage, quoi. Donc la question, c'est est-ce qu'il va arriver à être suffisamment bon pour exploiter, bon au scoring, pour Ouais. exploiter ça? Et c'est vrai que limite pire que les finitions au cercle, c'est surtout le jump shot, quoi, où waouh, tu vois, la mécanique elle est cassée, et il y a pas mal de airball aussi sur des pull-ups à mi-distance ou des choses comme ça. Donc ouais, je sais pas trop, Collier, je sais pas trop. Et attends, et après, ah oui, Keyonte George, tu veux que je te parle un peu de Keyonte George? Bah écoute, vas-y, hein. Ouais, si tu veux nous parler de Cody Williams aussi, tu peux, hein. Non, Cody Williams, je pense que oui, de toute façon, faudra pas le juger avant 2-3 ans, mais je suis assez content d'avoir quand même dit que fallait pas s'attendre à un Jalen Williams 2, quoi. Parce qu'il avait pas des skills balle en main, et Défensivement, il est impressionnant quand même, mais... ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais tu vois, il faut quand même qu'il développe ses skills balle en main, et même, tu vois, dans le côté explosivité. Mais Jalen Williams, c'est un tricheur en vrai. Ouais. Bref. Mais non, mais Keyonte George, je sais pas, je me faisais la réflexion de est-ce que le toucher
parce que moi, c'est un peu ça que j'ai acheté avec lui, est si élite, enfin, est si bon que ça. Pas élite, mais je pensais que tu avais quand même un bon toucher de balle. Et tu vois, je trouve que sur ses flotteurs, en fait, il a raté quelques flotteurs sur le match, ou je sais, voilà. Et je suis allé voir, et c'est vrai que bah, il en prend énormément. Mhm. Et l'année dernière, 43%, c'est plutôt pas mal pour un rookie. Surtout sur la deuxième partie de saison, je crois qu'il était assez efficace. Mais en fait, quand tu recoupes là, ça fait 2 saisons, donc tu as quasiment 500 tirs. Mhm. Et il est à 42% en gros si tu fais la moyenne de l'année dernière et cette année, quoi. Et c'est loin d'être élite. Et bon, c'est toujours un joueur qui aime beaucoup le pull-up à 3 points. Et il faudra voir s'il arrive à être aussi élite dans ce niveau. Mais j'aime quand même bien les progrès au passing de Keyonte George. Donc, on va dire, j'ai été chaud. Je suis un peu moins chaud. Mais je pense qu'à terme, en fait, le truc, c'est qu'aucun des deux sera en gros ton porteur de balle numéro 1, quoi. Ouais. Et du coup, à partir de là, bah, je préfère avoir un Keyonte George qui t'apporte un peu de spacing, qui peut porter la balle de temps en temps. Là où Collier, bon, ce qui est cool, c'est que parfois il pose 1 ou 2 écrans, tu vois, comme Sexton, et c'est cool, franchement, Ouais. c'est cool. Il n'y en a aucun qui est meilleur de Sexton pour l'instant, en tout cas, ça c'est sûr. Ouh, ça non. Mais voilà pour le Jazz. On attend, on attend un peu ce joueur qui permettra à Will Hardy de montrer au monde que son playbook vaut le coup, quoi. Ouais, il est pas arrivé le joueur pour l'instant. Mais peut-être qu'il viendra de Duke, hein, finalement. Ah ouais, t'es chaud comme ça sur Con Knuppel? Attends, mais le Jazz, ils peuvent avoir le first pick, là. Bah, ils sont moins bon bilan. Oui, donc oui. Donc oui. Ok. Mais ils ils vont auront, jamais l'avoir parce que c'est Salt Lake City et personne va envoyer enfin, la NBA va jamais envoyer Cooper Flag. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que je sais pas où ils vont l'envoyer, mais bon, on verra. Mais tu vois, je crois plus à Washington qui est quand même un petit peu plus gros que Salt Lake City parce que Salt Lake City c'est tout petit. Mais tu vois, moi je les vois bien le donner à genre Chicago, vous êtes à la loterie. Ah bon, allez, la belle histoire. Pourquoi la Ça belle vous histoire, relance. il vient de Chicago? Non, il vient pas de Chicago, mais voilà, ça vous relance. Oh, ça nous arrange bien quand même de relancer un gros marché comme les Bulls, quoi. Ouais, après, ouais, je sais pas. Mais j'avoue, Salt Lake City, quoique. Tu vois, Danny Ainge, peut-être qu'il a un peu il tire un peu les ficelles. Ce serait beau, tu vois, Ouais. ça aurait été un beau tanguy parce qu'après, ils ont tous les assets des trades de Donovan Mitchell et de Gobert. Donc, si tu récupères Cooper, après, Hmm, c'est vrai. t'as un C'est moyen vrai. de Et moyenner. en plus, la première comparaison qui revenait avec lui, même avant son année, Rudy c'était Gay. Andrei Kirilenko. Ah, Alors, à quel point c'est pourquoi? juste C'est parce qu'il genre, est blanc, putain, mais c'est pas parce qu'il est possible. blanc, il est grand et il fait des stocks, quoi. Mais bon. Putain, Voilà. mais c'est pas possible. Vraiment, les comparaisons de draft, c'est toujours genre. Attends, mais. Qui est le sosie Qui est le sosie Qui est le souci? Non, mais ESPN pourra se régaler, quoi, au moins là-dessus. Ok, Sur le ok, nouvel ok. draft. En parlant d'équipe qui perd, est-ce Ouais. que tu sais que le Tu veux qu'on Jazz parle est des Knicks? actuellement... Oh l'enfoiré. Le Jazz est actuellement en 1-9 sur les 10 derniers matchs. Donc une victoire, 9 défaites. Et donc, il y a pas mal d'équipes. Il y a les Sixers aussi qui sont en 1 victoire, 9 défaites. Série de 9 défaites en cours. Et sinon, il y a une équipe Mhm. qui est sur 4 défaites de suite. 2 victoires sur les 10 derniers matchs. Qui vient de virer son coach. Et qui s'appelle les Memphis Grizzlies. Et Putain, oh le bordel. c'est vrai quand même que bon, ça va être dur de faire, de discuter de tout Memphis, mais c'était assez évident qu'il fallait suivre Ja Morant puisque bah, il n'avait pas joué depuis 2 ans, quoi, en gros. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du retour à la compétition de notre ami Ja Morant? J'aurais dit timide un peu quand même. Mhm. En termes de minutage déjà, je trouve que c'est quand même ouf de jouer aussi peu de minutes avec un tel statut. Et ensuite, bah, j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose que j'avais déjà vu, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose de nouveau. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait une quelconque progression entre guillemets, que ce soit la passe ou playmaking pour les autres en termes de scoring.
J'ai pas senti d'immense différence. J'ai senti une plus grosse différence à la limite au niveau du collectif et l'utilisation de ça aurait été peut-être plus intéressant de faire la vidéo sur pourquoi il faut suivre Jaren Jackson Jr., tu vois. Parce que Desmond Bain. Ouais, parce que bon, pourquoi il fallait suivre Bah parce qu'il revenait à la compétition, quoi. Ouais, il revenait, mais au final, c'est le même qu'avant de partir, entre guillemets. Finalement, tu vois, il y a... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que même, tu vois, défensivement ou offensivement, de voir quelconque différence. J'ai plus l'impression que c'est un peu de l'approche qui a changé, ou on l'a forcé à changer d'approche, je sais pas encore. Mais clairement, non, j'ai pas... Sur Ja Morant, j'ai pas trop de billes, de changement, de est-ce que ça valait vraiment le coup de le suivre ou pas. J'aurais plus pu faire l'avocat de Jaren Jackson Jr., mais pour moi, Ja Morant, ouais, à la limite, c'est peut-être même une déception au final. Bah ouais, ouais, j'allais dire, est-ce que on n'est pas un peu déçu de... En vrai, malgré tout, il avait jamais eu un aussi bon spacing. Il y avait Zakidi qui est grand et qui peut être un peu une menace de lob sur pick and roll. Hmm. Il y avait... Moi, je trouve, tu vois, si tu fais un peu le film de la saison, je me souviens qu'en début de saison, c'était quand même cool parce que ça marchait bien collectivement. Et même lui, je le trouvais super impliqué défensivement. Et je me souviens que, alors je sais plus qui c'est peut-être Tom Feller qui avait fait un thread sur l'activité défensive de Ja Morant. Je sais plus si c'était lui ou pas. Mhm. Mais tu vois, c'était intéressant. C'était quelqu'un qui suivait les Grizzlies, en tout cas. Et c'était un peu un truc, voilà, il était plus concerné. Et tu vois, je trouve que là, les derniers matchs, j'en ai regardé deux là, et enfin un et demi. On va être honnête, un et demi. Depuis qu'il n'y a plus Jenkins, Ouais. il sent. Bah les sent- couilles. Oh là là, il le dit. Non, mais vas-y, tu vas pas commencer à faire des schlawish là. Des schlawish. Ouais, Je sais pas ce que c'est. moi non plus. Mais oui, je sais pas comment ça s'écrit non plus, mais. Des zigzags, manières. des serpents. Ouais, bon, voilà. Bref, il s'en fiche, quoi. Ouais. Il en a rien à foutre. Et non, mais franchement, son match contre les Warriors, Ouais. il est abominable. Il est abominable off-ball. Mais bon, bref. Mais je suis d'accord. Au final, tu vois, je pense que ça partait pas si mal parce que c'était quand même cool de le revoir pour un peu rester sur lui. Ouais. Et c'est vrai que, mine de rien, ça restait, même à 30 minutes ou 28 minutes par match, le créateur de décalage numéro 1 de Memphis qui était une super bonne attaque. Ouais. Mais oui, au final, c'est le même que la dernière fois. Et du coup, est-ce que tu veux parler de ceux qui ont peut-être un peu changé, à savoir Desmond Bain et Jaren Jackson Jr. Bah, on peut en parler, la vidéo elle était pas du tout à leur sujet pour le coup, mais c'est vrai que pour moi le plus gros switch, c'est quand même Jaren Jackson Jr. dans l'approche offensive un petit peu et d'être remis au centre en fait du projet quoi. Même si en réalité son usage il est plus petit que la saison dernière, mais la saison dernière c'était une saison de tanking. Et là du coup il s'est un peu retrouvé à l'entre-deux où en fait il a gardé un peu le niveau de création. Sauf que dû au meilleur contexte, l'efficacité a explosé et on le retrouve en fait, c'est un porteur de balle de presque 7 pieds d'eau quoi, avec un volume de short mi-distance. Il C'est a un touché. oui, Il a un touché. oui mais le c'est volume, fou. le toucher est incroyable, le volume est encore plus démentiel. Il prend Oui. un tir sur deux dans la zone du flotteur, c'est énorme. C'est monstrueux. C'est énorme, et d'un autre côté, je trouve ça pas mal pour, tu vois, un petit peu, tu vois, dans un manque de spacing, d'avoir ce toucher-là sur un si gros volume, dans cette zone-là, qui du coup ne nécessite pas d'aller jusqu'au cercle, mais du coup peut permettre d'être quand même une menace au scoring avec un peu moins un bon spacing, ça peut être très intéressant pour son développement. Et moi j'ai envie de te poser la question, Baptiste, c'est qui le meilleur joueur des Memphis Grizzlies à l'heure actuelle? Bah, c'est Jaren Jackson Jr. Oui, en vrai c'est assez simple comme question, ouais. À la limite, tu me dis c'est qui le deuxième meilleur? Oh waouh, ok. Non, mais. Non, je pense quand même que c'est Morant. Mais je pense que c'est assez clair que c'est Jaren Jackson Jr. cette année. Bon, rien que sur la défense, en réalité... Non, rien mais que- le gars tient la défense. Oui, mais je pense que dans tous nos top 25, enfin tous nos top 25 des moins de 25, on l'a toujours mis au-dessus de Ja Morant.
Ben, je crois qu'il a plus. Ah si. Maintenant, Attends. maintenant, il l'aura plus. Il pourra pas le faire l'année Mais prochaine. non, mais l'année dernière, on l'a pas mis. Hein. Ah bah parce que ça veut dire qu'il avait déjà passé l'âge. Mais dans le premier qu'on a fait, on l'avait mis au-dessus de Ouais, Ja Morant. Donc non, c'est c'était vrai. pas une question si Mais tu compliquée que vois, ça pour toi. quand il est là, 110 de defensive rating et ça passe à 118 sans lui, quoi. Tu passes d'une défense élite à pas ouf, quoi. Mais et c'est fou parce que ça reste un joueur, qui a quand même besoin, tu vois, d'un certain contexte pour s'exprimer défensivement aussi. Mais qui, tu vois, avec un intérieur à côté de lui, comme Zaki dit, pour le mettre en roamer, bah c'est génial. Et puis il te permet tellement de trucs. Il te permet des fins de match où ça switch plus, bah c'est lui qui joue 5. Il te permet aussi parce que tu vois, il y a la couverture, mais il y a aussi, faut avoir les joueurs pour le faire. Et ça peut paraître un peu simple, mais je me souviens de moments, notamment un match contre Houston, où en gros ils essayent de faire du blitz avec Idi. Sauf Ouais. qu'Idi il est trop lent et du coup, bah, en gros, il se fait contourner, quoi. Il se fait contourner et là, tu l'as un peu dans le baba parce que du coup, t'as envoyé 2 défenseurs sur le porteur de balle et le mec Où a est-ce que passé tu les l'as deux. Dans le baba. Dans le baba, d'accord. Quoi, t'as jamais entendu? Si, mais je pensais juste pas qu'on allait commencer à utiliser des expressions de boomer. Et si, mais au final, c'est très bien, c'est dans l'air du temps. Bah oui, mais oui, c'est rétro. C'est rétro. Et ouais, bon, bref, tout ça pour dire que c'est toujours celui qui tient la défense assez facilement. Et c'est marrant ce truc du flotteur parce que je pense que c'est, comme dit, il a pas un footwork incroyable de finition comme d'autres ou pas un handle incroyable. Hmm. Et en fait, c'est comme tu as dit, c'est le contre-move parfait, quoi. C'est le contre-move parfait. Mais j'ai envie de te poser la question, Mhm. une autre question pour répondre. Est-ce que tu peux être un contender si ton meilleur joueur c'est Jaren Jackson Jr. Bon, ça dépend de ton supporting cast, hein, ouais. Oh, il botte en touche. Bah non, mais il botte en touche, mais si tu mets, je sais pas moi, on va prendre chez les champions, tu mets Jaren Jackson Jr. à la place de Tatum, bah, est-ce qu'ils sont toujours contenders Boston? Oui. Ah ouais. Bah, Moi, je pense qu'en création, t'y perds quand même. ouais, mais en fait, il faudrait arriver à échanger Jalen Brown Ah, d'abord, tu vois. oui, mais du coup, s'il y a Tatum, c'est le meilleur joueur. Oui, bah oui, oui. Mais, Ah, bah voilà. mais je pense que dans un. Faudrait un très très bon supporting cast. Mais ça se fait. C'est ça. Non. Moi, je pense pas. Non. Mais c'est toujours le problème de. Tu vois, à quel point. Bon, c'est peut-être pas du niveau d'Anthony Davis, mais à quel point tu pouvais construire une équipe autour d'Anthony Davis pour aller au titre. Bon, bah en fait, il fallait LeBron James, quoi. Ouais. Oui, oui, bah, en fait, c'est marrant parce qu'on en revient au fait que Ja Morant est un peu décevant, quoi. Ah oui. En fait, c'est Ja Morant qui aurait pu être un peu la clé pour monter le plafond de l'équipe et qui ne l'est pas vraiment, quoi. Qui ne l'est pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a un. Bon, c'est pas génial, mais ça montre aussi à quel point l'attaque était collective et pas du tout héliocentrique, etc. Mais il a un on-off offensif de quasiment zéro. Donc, ça veut dire qu'en gros, l'attaque est la même avec et sans lui, quoi. Pas bon signe. Mais bon. Pas bon signe, pas bon signe. Pas un signe d'un meneur d'élite, quoi. Non, bah de toute façon, même au niveau de la passe, tu vois, il est en dessous de certains meneurs qui sont déjà plus efficaces que lui. Tu vois, tu prends par rapport à Garland. Ouais. Bah, Trae Young. oui. Non? Bah Si. oui, si, mais tu vois, c'est un peu ça la problématique, quoi. Même s'il Ouais. apporte du chaos, le fait qu'il soit pas efficace et qu'il soit pas non plus un passeur exceptionnel, même s'il y a quand même des bonnes choses, ça pose problème, quoi. Ouais. Bon. Tiens, dis-moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Est-ce qu'on qu'on y va? est-ce qu'on On en attaque parle? est-ce qu'on attaque le gros morceau? Ou est-ce que tu veux parler rapidement des autres un peu? Genre Bah les autres, il y avait quoi? Il y avait très rapide. Il y avait qui dans les autres? Je te fais la liste. Jalen Williams. Bah oui, on peut en parler, non? On peut en parler? Bah ouais, faut que tu. Mais c'est à toi de nous en parler, c'est toi l'expert d'OKC.
Ah bon? Ouais. D'accord. Jalen Williams, sera-t-il All-Star? Bah oui, il Il l'a l'a été. été. Il l'a pas Ah, mérité. Il l'a été parce qu'il a été bon l'année dernière, mais il l'a il été. l'a moins mérité que l'an passé, on peut dire ça comme ça. Ouais. Je sais pas s'il l'a pas mérité, tu vois. Mais en vrai, c'est marrant parce que tu vois, il y a un peu ce côté aussi où je pense que au final, la saison, elle est un peu décevante sur un truc, c'est l'efficacité. Euh, T'as un joueur qui, en gros, est retombé au niveau de la moyenne alors qu'il était à plus 7, plus 8%, je crois, un truc comme ça. Faudrait vérifier. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même un profil de joueur, même s'il n'est pas ultra efficace, qui reste ultra valuable. Et je pense que ça, c'était quand même. Il était un peu sous-estimé, j'ai envie de dire, Ouais. rien que pour ça, quoi. Rien que pour ça. Là, cette année, il est même sous l'efficacité. Il est à 99, Ouais. donc 1% de moins. Et si tu vas un peu dans les chiffres du pourquoi, du comment, bah en fait, ça, je pense qu'il y a, il y a. Le premier truc, c'est que il va beaucoup moins au cercle qu'avant. Il va beaucoup moins au cercle qu'avant parce que tout simplement il se crée un peu plus de tirs au panier, mais bon, c'est pas grand chose. Mais je pense surtout que il est un peu plus scouté que l'an Ouais. passé et OKC aussi. En vrai, en vérité, ce que font beaucoup d'équipes pour contrer OKC, c'est quand même beaucoup boucher la raquette ou des choses comme ça. Et t'as un joueur qui a un peu de mal à avoir un handle, tu vois, dans les tout petits espaces, quoi. Dans les tout petits espaces. Donc sa fréquence au cercle, elle a baissé. 35% à 29%. Ouais. Et la surchauffe ultime sur les pull-ups, elle est revenue à un niveau qui est, entre guillemets, juste très bon. C'est-à-dire, il était à 49% sur les mi-distances, il est à 46%. Ça reste quand même bon, ça reste 74e centile. Mm. Et il était à 43% à 3 points, il est à 37%. Ce qui est bon, mais pas génial. Donc au final, tu as un joueur qui retombe un peu au niveau de l'efficacité moyenne. Donc en soi, on pourrait dire que c'est un peu décevant. Mais tu as quand même un joueur qui est relativement efficace sur 28% d'usage, donc qui a augmenté son usage. C'est beaucoup. Qui reste un super second ball handler, moi je trouve. Tu vois, sur les. Je sais pas si c'est le meilleur joueur de pick and roll pur parce que SGA, quand il y a un switch, machin, etc. Mais en tout cas, c'est le meilleur passeur de pick and roll des deux, je pense, assez Ouais. facilement. Ok. Et défensivement, il t'apporte quand même un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Enfin, c'est avoir ce joueur qui t'apporte cette rim protection, c'est lui aussi qui permet d'avoir des schémas où parfois tu fais du hard edge avec Kaiser Hartenstein, c'est parce qu'il y a Jalen Williams qui est derrière. Mm. Et rien que pour ça, en fait, tu as une valeur qui est structurellement assez ouf. Et quand tu fais le bilan et que tu enlèves un peu le côté déception de l'efficacité un peu retombée, je trouve que tu as quand même un joueur qui est qui est super impactant, quoi. Et puis le contexte offensif de Casey, il était pas optimal. Finalement, l'attaque de Casey, de manière générale, elle est tout aussi un petit peu décevante que lui, entre guillemets. C'est la défense Ouais. qui est absolument fantastique et l'attaque qui est super dans la créativité de ce qu'ils essayent de faire avec parfois le peu qu'ils ont. Mais avec le problème d'Hartenstein qui a été beaucoup blessé et Chet Holmgren aussi, t'as eu des vrais problèmes Mhm. structurels de spacing. Et ça, je pense que ça a pas mal impacté un joueur comme lui aussi. Ouais, oui, je pense complètement. Et d'ailleurs, je crois qu'il a commencé la saison un peu blessé aussi, quoi. Il a eu aussi quelques blessures, mais c'est vrai que OKC a aussi un truc qui je pense, l'attaque, enfin le plan de jeu Mm. est fait vachement pour Shai Gilgeous-Alexander, Moi aussi. tu vois. C'est vachement quand même d'attaque de mismatch, et lui, il est pas si fort là-dedans entre guillemets. Et là où Shai Gilgeous-Alexander est bon, voilà quoi, intouchable. Mais oui, et puis tu vois, les line-up à deux big, etc. Caruso, c'est des joueurs qui finalement, pour lui, c'est pas génial, comme tu dis, quoi. Ouais, donc bon, à voir comment ça se développe. Mais je suis pas trop déçu de la saison. Ça aurait pu tomber plus Non, bas et l'impact défensif est tel que c'est pas si grave que ça en réalité.
Ouais, et t'as quand même, enfin, je veux dire, t'as quand même un deuxième porteur de balle qui est relativement efficace, comme dit, et qui est aussi un bon passeur, quoi. Enfin, voilà, et qui peut vivre off-ball. Donc, je trouve que t'as quand même un joueur qui est assez impactant. Donc, je sais pas si je dirais déçu, mais peut-être que dans mes rêves les plus fous, je l'imaginais, tu vois, All-Star sans débat, quoi. Hmm. Bon, il n'y a pas eu trop de débat, personne n'a trop sourcillé, vu que c'est que des problèmes d'efficacité, personne ne regarde l'efficacité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, alors, ensuite, euh, Kevin Durant, bon, déception. Ouais, Enfin, lui, non, ouais. mais Phoenix, quoi. Pour le coup, Phoenix, déception. Mais tu vois, je sais pas s'il y a grand chose à dire là-dessus. Je sais pas si toi, t'as quelque chose à dire là-dessus, quoi. Non, pas spécialement, j'ai pas énormément suivi, vu que ça prenait pas, j'ai pas eu envie de suivre. Ouais, mais tu sais qu'au début, je crois qu'ils étaient en 8-2 sur les premiers matchs. Bon, bref, Ouais. avançons, parce qu'on a un gros sujet. Jonathan Kuminga, déception quand même. Mais tu vois, il n'a pas joué beaucoup, mais je trouve que les promesses que tu avais sur la fin de saison dernière, elles sont un peu parties avec lui, quoi, sur le début de saison. Mais pas grand-chose à dire non plus, finalement, parce que beaucoup blessés. Ouais. Julius Randle, tradé, donc rien à dire pour le coup. Alperen Sengun, il y a une vidéo dessus. Oui. Mais bon, pour le coup, un peu déçu du développement du scoring, quoi, quand même. De l'expansion du scoring, en tout cas. Bah, de l'attaque de Houston au-delà des rebonds offensifs, quoi. Ouais, mais enfin, je veux dire, lui, tu gardes un joueur Oui. qui, genre, vit que dans la raquette ou quasiment, quoi. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Et le dernier, Rob Dillingham. C'est. Est-ce que toi, tu l'as un peu vu ou pas? Non. La seule fois où je l'ai vu, c'est quand ils ont joué contre Boston et qu'il s'est fait attaquer sur les Oh mismatchs. merde. Donc, mais Ouais, bah je pareil, pense. tu vois, Mais 440 minutes. ouais. Donc vraiment pas grand chose. Ah, bah c'est pour ça que j'ai Mais pas beaucoup vu aussi, parce que les autres matchs que j'ai vu des Wolves, ça m'avait pas marqué, mais oui, d'accord, mais c'est parce qu'ils jouaient pas en fait. ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, il y a un peu ce truc de. C'est intéressant parce que moi, je l'avais pris surtout parce que j'avais jamais vu une équipe. Enfin, ouais, j'ai pas de mémoire en tout cas d'une équipe en finale de conférence. Ils étaient en finale de conférence, oui. Ouais. Qui lâche 2 pics pour monter à la draft. Pour, en gros, leur upside à la draft, c'est Rob Dillingham, quoi. Hmm. Et je trouvais ça fou, du coup, je trouvais ça intéressant d'en discuter. Après, ce que je trouve Bon, toi, cool, qu'est-ce que t'en as vu quand même? bah, j'ai vu un peu ce que j'attendais au final. J'ai vu un shooter qui, en vrai, c'est quand même cool parce que tu peux le mettre à une passe près d'Anthony Edwards et lui, il peut spacer le terrain. Et je pense en tout cas, le shoot sera là. Et il peut aussi attaquer des close-out, tu vois. Et un peu faire le connecteur. Je sais plus quel match c'est, mais je crois que c'est un match contre Houston aussi. Tous les matchs que je cite, je crois que c'est un match contre Houston. C'est vrai. Mais en même temps, tu les as toujours regardés, donc c'est un peu t'es pas vraiment fan des Knicks en réalité. Hein. Ouais, je mens. Je mens. Mais non, mais il y a ce côté où, tu vois, vraiment le Houston blitz sur Anthony Edwards et lui, on le fait un peu rentrer en Hmm. mode, bah, on le met à une passe près parce qu'Anthony Edwards, il fait pas forcément la ski pass ou quoi, mais juste on lui fait faire une passe simple et après, Rob Dillingham, c'est lui qui fait un peu ça. Et il y a eu 2-3 matchs qui sont assez cool, mais finalement, je pense que tu as aussi un peu le côté, bah, il est vraiment petit, il est vraiment mauvais défensivement, il gamble énormément, il se met souvent hors de position, il se fait cibler sur des mismatchs par Boston, par plein d'équipes, et Minnesota qui veut être compétitif lui a pas Hmm. forcément donné ça. Et le dernier truc aussi, qu'en plus j'en parlais dans la vidéo, mais qui m'a aussi un peu déçu, c'est ce côté moi, j'étais beaucoup en désaccord avec la comparaison avec Garland parce que je trouve que c'est un joueur qui a tendance à déclencher beaucoup sur du flotteur ou des choses comme ça, quoi. Hmm. Et qui a pas beaucoup ce côté où il prend un pas supplémentaire, il prend un dribble supplémentaire, il contourne la raquette, il nage, quoi. Et finalement, tu as une pression au cercle qui est pas tip top, quoi. Pas tip top. Mais bon, ça reste 440 minutes.
il y a quand même un côté cool offensivement de ce que j'ai vu à côté d'Anthony Edwards. Donc, un peu déçu du minutage. Mais tu vois, enfin, ça reste l'année prochaine, Minnesota, ils ont misé beaucoup sur lui, quoi. Donc, tu vois, je trouve c'est pour ça que c'est intéressant. Ça reste un point de tension qui peut être négatif, quoi. S'il est pas bon, Minnesota, ils ont cramé leurs assets un peu sur lui. Et si ça marche pas, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'était un peu le pari, alors qu'il y a potentiellement une meilleure draft qui arrive, mais à voir ce que ça va donner. Après, ils sont un peu le cul entre deux chaises, de genre ils veulent Ouais. gagner maintenant, mais d'un autre côté, ils payaient déjà trop cher Karl Anthony Towns, donc il a dû partir. Mais Difficile de suivre. mais il y a Nasrid. Bon, si Nasrid se barre, Si là, Nasrid se barre, là c'est foutu là. c'est foutu. C'est foutu. Donc là, je crois qu'on a fait tout le monde, hein. Et donc, On a fait tout le monde sauf ceux qu'on va mettre sur la pochette de l'album. t'as fait la vidéo. Je te laisse la parole. Victor Wembanyama, Devin Vassell, mais surtout Victor Wembanyama. Évidemment, uniquement parce qu'on est français, hein. Uniquement parce qu'on est français. Mais saison sophomore, qu'est-ce que t'en as pensé? Et il y a du potentiel. Il est franchement pas mauvais quand même. Il est pas mauvais au basket? Non, il est pas mauvais au basket, mais avant on va parler un peu du duo parce que quand même le but de la vidéo, c'était de parler de la synergie potentielle avec les deux, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai pas été particulièrement emballé par ce qui a été mis en place offensivement du côté des Spurs cette année. Tu vois, Mhm. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de Chris Paul Wembanyama. Et j'ai pas trouvé que c'était si fantastique que ça. Et tu vois, genre, Chris Paul, il a 3 fois plus d'assists que Vassell pour Wembanyama sur la saison. Ouais, Et Vassell, il a à peine plus d'assists pour Wembanyama sur la saison que Stephen Cassell. ouais, Alors que ouais. tu te dis, pourtant, Après, pour moi, c'était le projet, tu vois, de construire autour des deux. oui, bah c'est un peu ce qu'on disait dans la vidéo, enfin que tu disais dans la vidéo, mais c'était un peu on avait quand même un duo qui marchait super bien sur des zoom action ou des choses comme ça, ou même tu vois avec Devin Vassell en Ouais. poseur d'écran parfois, Ouais, bah ouais. et c'était un peu la promesse, quoi. Et c'est vrai que sur le papier, t'avais Vassell qui était un bon shooter, etc. T'as un peu l'impression que cette liaison s'est coupée, quoi. Mais les pick and roll inversés, on en a pas assez eu. Et quand on en a eu avec Chris Paul, franchement, ils étaient un peu ridicules, quoi. Bah, Donc, bon, les meilleurs, c'était avec Castle. les meilleurs étaient avec Castle, mais on n'en a pas eu assez. Et avec De'Aaron Fox, de ce que j'avais vu, on n'en a pas eu. Ouais, Donc oui. c'est quand même franchement dommage. Et du coup, ce qui est un peu, pas inquiétant, mais qui est un peu cocasse, disons, c'est que Devin Vassell et Victor Wembanyama, quand ils sont ensemble sur le terrain, l'offensive rating, il est de 113. Ouf. Et Victor Ouf. Wembanyama sans Devin Vassell, l'offensive rating, il est de 118. Ok. Et alors, comment tu l'expliques? Parce que t'as été déçu uniquement de l'utilisation ou aussi un peu de Vassell? Bah, c'est un peu là où je me pose la question. Parce qu'en réalité, dans, entre guillemets, le jeu, quand moi je regardais les matchs, j'avais pas l'impression qu'il y ait quelconque problème, entre guillemets, dans son approche du jeu. Tu vois, j'avais pas l'impression de voir quelque chose de vraiment différent. Du coup, je m'attendais pas à ce que ce soit cassé la gueule autant. Mais en fait, est-ce que c'est lié à la blessure potentielle ou pas? Mais son efficacité, elle s'est rétamée. Et elle s'est pas mal rétamée, notamment parce que du coup, il finit beaucoup moins bien au cercle que l'année dernière. Il est passé de 71 à 73% au cercle. D'habitude, quand t'as une efficacité qui dégringole comme ça autant, c'est plutôt la réussite à 3 points. Là, la réussite à 3 points est la même, mais par contre, sa menace au cercle, que ce soit pour provoquer des fautes ou pour scorer au panier, elle a vachement diminué. Et en fait, je me demande si c'est pas un peu ça aussi, peut-être la limite du profil de Vassell, c'est est-ce que Mhm. c'est vraiment un joueur qui est capable d'exercer de la pression sur le cercle pour déclencher un peu des décalages? Parce que Wembanyama, en fait, quand il est sur le terrain, pour l'instant, les Spurs, au maximum, c'est une attaque moyenne.
Tu vois, c'est une Oui. des meilleures défenses quand il est sur le terrain, parce que ça va être le meilleur défenseur de l'histoire, concrètement. Donc, non, mais il y a un moment, genre, faut appeler un chat un chat. Si le mec, il est capable de rester sur un terrain, ce sera le meilleur défenseur de l'histoire. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, offensivement, bah, il peut pas permettre à une attaque d'être au-dessus de la moyenne, et par contre, t'as besoin de l'entourer pour ça. Et pour l'instant, j'ai pas vu de joueur. En fait, Devin Vassell, c'était le joueur qui avait l'air d'être le plus Wemby compatible des Ouais. joueurs que j'ai vu jouer avec lui. Et la compatibilité a pas l'air d'être incroyable. Donc je Ouais. suis un peu, Ouais. je suis un peu Bah, comme dit, mitigé là-dessus. un peu l'impression qu'il a été relégué au second plan, quoi, Vassell. Bah, un peu moins d'usage, Ah, tu vois, et Après, puis même avec l'explosion de Castle, l'arrivée d'Aaron Fox, hmm, qu'est-ce que tu vas faire d'un joueur comme Vassell qui finit pas énormément du coup au cercle, mais qui est pas une énorme menace off-ball non plus, qui est plus dans du mi-distance, bon, ouais, c'est pas un shooter en mouvement, mais voilà, ouais. c'est un bon shooter sans être un excellent Oui, c'est shooter. un mec qui a du toucher, qui sait faire, mais c'est pas forcément Hmm. son jeu, quoi. Ouais, mais je suis d'accord que finalement ce duo était assez intriguant et qu'on l'a peu vu, quoi. Qu'on l'a vraiment peu vu. Mais du coup, je viens à me demander comment dire, est-ce que maintenant que tu as d'autres créateurs de jeux, c'est un fait, tu vois, c'est Il y a un qui fait. comme créateur de jeu? Bah, Castle, Fox, tu vas pas me dire que c'est pas un créateur de jeu. Ouais. Bah, est-ce que c'est un créateur primaire? Bah, en tout cas, moi je pense que le projet des Spurs, Toi, c'est tu créer penses, de toi. l'attaque avec un. Toi, tu penses, toi. Ah ouais, je pense. Tu réfléchis. Et bah Je alors? réfléchis. Je pense que le projet des Spurs, enfin, à moins que je sois fou, mais Hmm. c'est créer de l'attaque avec en gros le trio Fox, Castle, Wemby. Putain, il y a pas un mec qui est viable. Il y a pas un mec qui est viable à 3 points là-dedans. Ah, Wemby, t'es dur quand même. Mais Allez, on bah ouais, peut en mais parler si. après. Oui, mais si c'est lui qui est le plus viable à 3 points. Oui, mais tout ça pour dire que du coup, Devin Vassell, de facto, est Hmm. envoyé sur un truc, sur un rôle beaucoup plus sans ballon. Ouais, T'es d'accord? ouais. Et je trouve personnellement que ça lui va pas forcément très bien. Et je viens me demander, est-ce que c'est le profil parfait pour faire ça, quoi? Ouais. Ouais, tu vois, moi, est-ce que ce serait pas une version un peu encore moins bonne qu'un Demar DeRozan, tu vois, Hop, hop, de hop, notre hop, ancienne hop, époque, hop, tu vois. hop. Non, mais tu Et vois. le nom maudit, le nom maudit est sorti. Le nom maudit, mais tu vois, un scoreur Hmm. un peu d'isolation, de pull-up, de mid-range, qui a quand même un peu de passing, un peu de mouvement, mais qui du coup est un peu difficile à plugger dans une attaque, et Et qui aussi n'a pas beaucoup de synergie avec les qui a autres, pas quoi. beaucoup de synergie. Parce que là, putain, genre... Mais après, il y a pas beaucoup de synergie en attaque chez les Spurs, hein, en fait. Ouais. Mais du coup, bon, Donc le l'œuf ou duo, la on est poule, déçu. ouais, Ouais, le duo, on est déçu. ouais. Devin Vassell, on est déçu. On n'est pas déçus, mais on se questionne, voilà. On se questionne. Et Victor Wembanyama, moi, je te donne mon avis rapidement. Vas-y. Mais Qu'est-ce que en tu... dehors des pick and roll inversés qu'on a peu vus, moi j'ai trouvé que son utilisation était pas si mal. Qu'est-ce que t'as En tout bien cas, aimé? ce que j'ai bien aimé, c'est justement ce côté où sur des match-ups très précises, t'as un peu le résultat de ce qui... Tu sais, tout le truc de il prend trop de 3 points, il prend trop de 3 points. Ouais, ça, j'en ai rien à foutre. Non, mais on l'a entendu. Ah oui. Mais le résultat de pourquoi il prend beaucoup de 3 points, justement, c'est que je trouve sur des match-ups précises, Mhm. bah, tu peux l'utiliser vraiment sur des sorties d'écran, tu vois. Ouais, tu Sur peux des l'utiliser comme curls. du piqué. Et si les mecs qui vont chercher Mais s'ils vont chercher Kristaps Porzingis et Celtics, c'est parce que c'est utile à l'intérieur qui shoot à 3 points. Hein. ouais, mais tu vois, je trouve que limite plus que Porzingis, où c'est vraiment du pick and pop, c'est Oui. genre on lui fait faire, genre on met on met un stagger, 2 écrans consécutifs, et lui on fait le sortir de 2 écrans. Les matchs contre les Knicks, ils ont fumé Karl Anthony Towns là-dessus, Oui. jusqu'à que OG Anunoby aille sur Wembanyama
Du coup, bah, là, ça a un peu bloqué ce côté-là. Le match contre les Grizzlies, ils l'ont fait l'une ou l'autre fois. Ils l'ont fait. J'ai plus tous les matchs en tête, mais tu vois, c'est un truc qu'ils ont fait ponctuellement contre les Bucks. Voilà, contre les Bucks face à Brook Lopez, ils l'ont pas mal fait aussi. Et c'est un truc que j'ai bien aimé. Et mine de rien, bon, après, t'as quand même, je trouve, quelques pick and roll inversés avec Stephen Castle. Peut-être pas autant que ce qu'on aurait espéré, mais il y a quand même deux trois petits trucs que j'ai trouvé assez cool avec Wemby, quoi. Non, mais bien sûr, moi j'ai bien aimé l'utilisation. Je trouvais que même l'équilibre entre création et être un petit Ouais, peu dans la finition, il était bon. Je trouve quand même que ça vient du cœur. ça vient du cœur. Je trouve que c'est juste un peu dommage. Tu vois, moi, c'est pas les 3 points qui me posent le plus problème. C'est peut-être qu'il y ait un gros volume de longue mi-distance. Genre, un très gros volume de longue Ouais. mi-distance. Mm. Alors qu'il y a quand même pas grand-chose au cercle. Et le fait qu'un mec, 27% au cercle. un mec de 2 mètres, mais même de 1000 mètres de haut, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il doit faire au moins 1000 mètres de haut, tellement il est grand, et qui provoque que 9% de shooting fall percentage, c'est pas possible. C'est une honte. C'est ça que t'essayes de Non, me ça dire. c'est vraiment pas possible. Que le mec qui ait seulement moins d'une fois sur 10 fautes sur ses tirs, c'est juste pas possible. C'est le 29e centile parmi les intérieurs. Et puis c'est-à-dire que même au niveau, même si tu le comparais avec les meneurs, ce serait trop bas en fait. Mm. Donc non, ça c'est pas top. Surtout qu'il y aurait énormément de valeur à aller chercher, à lui faire provoquer plus de fautes, aller plus au cercle, parce que c'est des points faciles, et parce que aussi tu mets la pression à l'adversaire en lui faisant faire des fautes tout simplement, et que en réalité, vu la longueur de ses bras et son agilité et tout ça, c'est un joueur sur qui tu vas faire des fautes. Donc ouais, un peu sur ma Est-ce faim à ce que, sujet. est-ce que même sur le duo avec Chris Paul, t'es pas un peu. Enfin, moi perso, je suis déçu, tu Ah vois. ouais, moi je... De, le truc sur lequel j'imaginais des choses cool, hmm, c'est ok, pick and roll, il va avoir des passes de lob. Bah, au final, tu vois, je trouve qu'ils ont limite beaucoup plus utilisé le pick and pop ouais. que le pick and roll, quoi. Ouais, ça a été un peu latent, j'ai trouvé c'était un peu mou finalement en attaque. Il n'y avait pas vraiment. Je trouve que Wembanyama, c'est un joueur sur lequel tu pourrais vraiment essayer d'agresser certains types de couverture défensive. Et finalement, je trouve que pour l'instant, l'approche, elle est un peu molle. Après, d'un autre côté, tu sais pas, parce que la deuxième partie de saison, ces matchs, il n'arrive pas à revenir en défense parce il est déjà malade, je crois. Il est. Ouais, ouais. Et il y a le match contre les Celtics, c'est inquiétant. Et quelques semaines après, il y a le truc qui est sorti. Donc bon, tu sais pas trop exactement genre combien de temps ils avaient des doutes, toutes ces choses-là. Si ça se trouve, il l'avait, tu sais, même avant le Paris Game, mais il pouvait pas Et annuler. le Tu vois. All-Star Game aussi, j'en sais rien en vrai. Mais non, parce que Ouais. c'est quand même hyper risqué, tu vois, genre un truc comme ça. Mais, Oui, c'est vrai. mais à quel Toi, point t'es il avait pas... expert de pacotille, quoi. Oui, oui, non, mais clairement, je pense qu'il y a des trucs beaucoup trop dangereux. Mais tu vois aussi, toute la difficulté d'avoir un corps de 7 pieds 4 de haut, donc de 2 m Hmm. 21. Les mecs, ils ont pas forcément, genre, tu vois, des plus gros organes, entre guillemets, pour faire vivre tout ça. Et c'est pas pour rien que, bah, tu vois, les gens qui font plus de 2 mètres et les gens qui font plus de 2 m 10, bah, leur espérance de vie, elle est aussi plus basse que des personnes qui font 1 m 80. C'est parce qu'en réalité, la santé est aussi beaucoup plus fragile. Et c'est vrai que moi, c'est mon seul un peu point noir, et ça fait un peu chier de finir là-dessus. Mais est-ce que s'il y va pas si souvent que ça au cercle et s'il a un jeu un peu tu vois dans la périphérie où on essaye d'éviter d'être trop agressif entre guillemets, est-ce que c'est pas aussi un joueur qu'on veut préserver parce que ce soit en termes de maladie mais en termes de blessure aussi, en fait t'as un truc qui est fantastique, t'as le joueur entre guillemets Hmm. parfait théorique du basket, mais qui, malgré énormément de travail sur sa souplesse et sur son corps, il a l'air de faire tout en son possible pour que ça se passe le mieux possible, ça reste scientifiquement un joueur qui est plus fragile que les autres, quoi. Hmm. Et en plus, c'est peut-être que ça joue pas forcément et que je me trompe, mais depuis qu'il a joué au Mets,
En gros, il a fait une grosse saison avec les Mets. Ouais, Il a été en playoff. Il a fait une grosse campagne de playoff. exactement. Après, il a eu la draft. Ouais, De suite, il a joué la Summer League. ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est d'ailleurs un peu blessé en Summer League. Mais il avait joué en Summer League, ouais. Il a joué en Summer League. Il a fait une énorme saison rookie où il a joué 71 matchs. Il a fait une énorme fin de saison où il avait énormément de responsabilités. Et mine de rien, tu vois, ce que tu disais un peu avec Boston dans un des derniers podcasts, de jouer à la périphérie, ça t'épuise moins que de driver et driver et driver. Et sur la fin de saison dernière, il a énormément drivé. Et je pense qu'il avait un usage qui était absolument dingue parce que il voulait aussi, je pense qu'il y a un côté où, tu vois, un rookie en général, tu le mets pas au placard, quoi. Ouais. Un rookie. Tu veux le développer, tu veux lui donner le plus de minutes possible. Donc, énorme saison. Les JO, Ouais. il a fait les JO. Et là, il a fait toute la saison, le Paris Game, le All-Star Game, etc. Et je pense que tu as aussi ce côté. Ouais, je pense qu'il a dû un peu. Franchement, moi, ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'au final, il y avait rien qui était enfin, il n'était pas malade forcément Ouais. les quelques semaines avant. Juste, Il y avait beaucoup de fatigue, quoi. oui, totalement. Oui, Beaucoup de c'est fatigue. beaucoup d'extrapolation. Et c'est vrai que par contre, là où c'est dommage, comme dit, c'est que pour pour revenir plus au jeu, bon, je pense qu'il y a un côté où il garde, ça reste un joueur de 2m24, donc il pourra jamais avoir le handle même ne serait-ce que de KD, tu vois. Donc je pense que tu as un peu une limite là-dessus. Mais comme dit, tu pourrais avoir quand même le pick and roll et tu as quand même parfois des actions où il est un peu lancé, où tu pourrais, il n'y a pas que des limitations, je veux dire, il n'y a pas que le spacing et un handle trop haut qui font qui drive peu au panier. Je pense que comme dit, il y a un vrai choix de le faire aussi, quoi. Il y a un vrai choix de le faire aussi et ça reste un peu dommage, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Victor Wembanyama? Non, c'est bon, on a fait un bon tour. Hein. Moi, j'ai un petit truc à rajouter. Qu'est-ce que tu veux rajouter? J'ai trouvé. J'ai un rêve. Parce qu'on a parlé de l'attaque, parce que la défense est formidable, et puis on fera sûrement des trucs là-dessus, peut-être sur les trophées de fin d'année et tout, mais. Non, j'ai un rêve, Azad. T'as un rêve. J'ai un rêve. En ce moment, pour occuper le mois de mars, on fait des profils de draft, d'accord? Ouais. On est d'accord. Et je rêve. Alors, je pense que ça se passera pas parce que. Tu vas le voir à côté de Danny Wolf. Derrick Queen. Ah, bah, je sais pas qui c'est. Je t'ai sorti le seul prénom que je connaissais. Ah, Derrick Queen. Derrick Queen, en gros, c'est un. Queen comme une reine? Comme une reine. Ce sera ta reine. Et je sais pas combien il va se faire drafter. Je sais pas si j'y crois vraiment. Mais en fait, c'est un. En gros, si tu veux, il joue poste. Il fait quasiment 7 pieds. Il fait 6-10. Et c'est un ball handler. C'est pas un passeur génial comme d'autres. Mais c'est un ball handler. Il y a 2 passes décisives par match sur 36 minutes en saison, c'est ça? Bah, je sais pas. Non, je pense qu'il y en a plus. J'ai 1,9 sur ESPN, mais bon, après, peut-être. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est un bon passeur. Et c'est un bon passeur. Et c'est surtout un joueur, tu vois, un créateur de face-up. Et le problème, je sais pas s'il se fera drafter et on pourra faire le profil, c'est que t'aimerais bien le faire jouer en 4, mais il a pas le shoot, donc tu le fais jouer en 5, mais c'est pas un assez bon défenseur, un peu comme Filipovski. Okay. Et je me dis, mais à côté de Wemby, tu le fais jouer 4, et ta paire de créateurs, c'est Derrick Queen, Victor Wembanyama, mais je rate pas un match. Bon, bref. J'avais une question pour finir pour toi. Allez, vas-y, dis-moi. Que t'as pas du tout préparé et qui nécessiterait de la préparation. Bah, c'est parfait. Là, on est sur la fin de la régulière. Qui est-ce que tu sens qu'il faudra suivre un peu l'année prochaine? T'auras le temps de revenir sur tes paroles, mais un peu tu vois, est-ce que t'as des joueurs sur lesquels tu te dis, ah, lui j'ai bien aimé sa fin de saison, j'aimerais bien le revoir, j'ai hâte de le revoir dans un autre contexte, etc. Je sais pas, ça peut être, tu vois, ça peut être Jimmy Butler parce que la fin de saison est cool. Ça peut être Jaden Ivey
Jalen Duren, ça peut être. Qui est-ce que je pense? Bah, Matas Buzelis. Kevin Durant aux Celtics, ça sera intéressant à suivre. Ouais. Ou alors KD aux Rockets. Enfin, KD là où il sera, quoi. KD aux Timberwolves. KD aux Timberwolves. Jalen Brown quand il sera plus à Boston, c'est ça? Qui c'est qu'on va suivre? J'essaie de trouver des mecs sur qui j'ai pas fait déjà des vidéos aussi, parce que Tyler Hero, ça va être intéressant. Tyler Hero, ça va être cool. Jovic, on en a un peu parlé, mais Jovic, ça peut être cool. Hein. Ouais, Portland, du côté de Portland, Toumani Camara, on l'a toujours pas fait. Faudra absolument qu'on le fasse. Oh là là, oui. Ouais. Du côté de Washington, je pense qu'il y a du boulot aussi. Ah ouais. Ouais, tu vois, je pense que... Faut 5 vidéos sur les Wizards. Ouais, je pense qu'il y a des trucs sympas, à dire aussi. Qu'est-ce qui pourrait me faire un peu envie? C'est vrai que les Bulls, finalement, genre, est-ce qu'on va enfin les trouver intéressants? Il y aura forcément les Hawks. Il y aura forcément Détroit. Mais les Bulls t'inquiètent. En vrai, l'intersaison va quand même pas mal jouer sur ça. Hein. Ouais. Les Sixers, pourquoi il faut suivre Embiid et Paul George, ouais. Et Quentin Grimes. Ouais. Oh là là. Aux Kings. Ouais. Aux Kings, il y a quelqu'un ça dépend de ce qu'ils font. Ouais, ça dépendra de ce qu'ils font. Zach LaVine, peut-être. Je devais la faire, je l'ai pas fait. Ouais, mais... Ouais. Au final, ouais, voilà, exactement. Au final, ouais. On va faire Anthony Davis win now à Dallas. Ah ouais, mais même pas, Kyrie, il est blessé. Mais oui. Oh là là, c'est la déprime. Zion. Peut-être Brooklyn Nets, ouais, peut-être une énième vidéo, un truc sur Zion. Ou alors, ouais, les Warriors, pourquoi il faut suivre la dernière saison au niveau de Curry, Green et Butler. Ouais. Oh, puis cet été, on a des projets. Hein. Il y a NBA Evolution 3 qui va devoir être écrit et tout. Ça va, hein. C'est vrai. On va arrêter de me donner du travail, là, s'il vous plaît. Mais non, mais c'est juste comme ça, tu vois. Genre, c'était plus pas tant pour la saison prochaine, mais des joueurs dont qui t'as bien aimé Baylor, la fin de saison Baylor chez Yaman. Ah bah voilà, c'est là où je t'attends. Voilà. C'est là où je t'attends. Non, j'en ai un autre. Larson, comment il s'appelle, Larson? Billy Larson. Pelé Larson, exactement. Ce petit gourmand là. Voilà, celui-là, on va se le faire aussi. Donc non, il y aura du Isaiah Joe dans sa future équipe quand il y aura eu des transferts du côté d'OKC. Ah, parce qu'ils se seront fait éliminer en 2030. Oui. Exactement. Puis du côté des Raptors, va quand même falloir faire Grady Dick aussi. Non. Non, bah si. Pour le joueur, en vrai, pas pour la miniature. Non, mais moi je dis juste que... Non, mais les Raptors, c'est... Moi, ils m'ont saoulé. Mais il y a Ingram, RJ Barrett, Scotty Barnes pour créer de l'attaque. Vas-y, c'est vrai qu'ils allaient se faire cuire un œuf, en vrai, genre... Voilà. Ouais. Qu'ils allaient se faire cuire un œuf de dinosaure, même, je dirais. Et c'est un sacré œuf qui pondent, les dinosaures, finalement. Moi, je crois... Je crois que là, faut y aller. On y va ? Allez, ouais, c'est parti. Faut couper. Non, mais en tout cas, c'était cool à faire. Ça permet un peu détente, un peu moins prise de bec. Un peu moins prise de bec. Mais c'était très cool à faire. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Et merci pour... Là, on est quasiment 4000 sur la chaîne YouTube. C'est turfu. C'est ça. Il y a plein de nouveaux, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'excitation pour les playoffs. Je sais pas si toi t'es chaud. Oui. Mais moi, je suis très chaud. Donc voilà, est-ce que Kawhi Leonard c'est cette année ou jamais? Est-ce que les Warriors c'est cette année ou jamais? Ah ouais, Kawhi, c'est bon. Moi j'y crois. J'ai mis toute ma maison sur les Clippers. Ah ouais? Ouais. Ah purée. J'ai mis toute ma maison sur une finale Clippers Celtics. Après, le résultat de la finale, je peux pas vous le dire, mais... La blessure de Tatum en demi-de-con va te faire beaucoup de mal. Oh non, mais t'es horrible de dire ça. J'y vais, voilà. Je pars avec ma tisane jambes légères et j'y vais. Eh bien, voilà. En tout cas, il n'y a plus que vous et moi, les auditeurs Azad est parti. Mais merci de nous avoir écoutés. Merci
du soutien sur YouTube, sur les podcasts, même sur Twitter. Parfois, c'est cool d'échanger. Et je finis avec, pas une petite annonce, mais le prochain épisode, c'est l'épisode 99. C'est un scouting report de Kasparas Iakushionis. Pourquoi je dis ça? Parce que à la fin des épisodes, désormais, ce que j'aimerais bien faire, Azad, je sais pas s'il est d'accord, mais c'est pas grave. C'est ce qu'il va me faire encore. Non, mais c'est juste faire le big board du Dreamcast Show. Ouais. Et à chaque fin d'épisode de prospect, essayer de le classer un peu pour arriver jusqu'à la draft. Okay. Donc voilà, si vous voulez donner votre avis, eh bien, ce sera dans les commentaires ou dans les réponses de ces épisodes, et il y aura un petit post sur Twitter. Allez, voilà. Vendu. On a fait le tour. Vendu. C'est bon. Yes. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à journée. Tous. Des gros bisous. Et des gros bisous à Azad. Voilà. Ciao. Ciao.